Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Miracle, le nouveau film de Pierre Bernayas. Pour la première fois au cinéma, une enquête sur 3 énigmes restées scientifiquement inexpliquées. Le linceul de Turin, avec ses 400 000 heures d'analyse, garde toujours ses mystères. Tout comme l'image d'une femme enceinte miraculeusement imprimée sur la tunique d'un jeune indien du XVIe siècle. Mais aussi une œuvre monumentale de 15 000 pages qui défie tous les records de la littérature mondiale. Pierre Bernayas revient au cinéma avec Miracle, une investigation captivante, une seule séance événement le lundi 10 avril. Plus d'infos sur miracle-lefilm.com. Et mercredi dernier est sorti Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon avec une distribution 5 étoiles. François Civil, Romain Duris, Pio Marmaille, Vincent Cassel. Alors c'est la première adaptation française depuis 1961 de ce classique de la littérature française avec un budget de 72 millions d'euros. Voilà, 2 volumes. Voilà, donc le premier volume est sorti ce mercredi. Et pour en parler, nous sommes avec Arthur de Vatrigan. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect, vous êtes chroniqueur sur CNews, on rappelle le titre de votre dernière une, Immigration, analyse d'un naufrage français. Et donc vous avez vu le film Les Trois Mousquetaires. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point Les Trois Mousquetaires, tiré du livre d'Alexandre Dumas, ce livre est une référence, est un classique français, et pourquoi cette histoire continue à parler aux gens aujourd'hui, et pourquoi elle est autant universelle? C'est un classique français, déjà parce que tout le monde en fait connaît les trois, même les 4 personnages, les 4 mousquetaires, dont la plupart, même si ont une origine peut-être qui ne soit pas fictive, comme Athos, comme évidemment D'Artagnan, mais je veux dire, tous c'est des personnages qui sont complètement inventés par Alexandre Dumas, et pourtant tout le monde les connaît. On connaît tous Porthos, on sait quelle est sa caractéristique, on connaît D'Artagnan, on connaît Aramis, on connaît évidemment Athos, et tout le monde serait capable de les décrire avec des mots et même de les dessiner. Donc c'est dire si ce roman feuilleton d'Alexandre Dumas est un classique qui parle à tout le monde et à toutes les générations. Il y a eu des multiples adaptations télévisuelles, cinématographiques, et pas qu'en France, et surtout pas qu'en France d'ailleurs, beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, avec jusqu'à aujourd'hui des résultats beaucoup plus intéressants. Pour moi, à mon sens, la meilleure adaptation restant celle de George Sidney avec Lana Turner en Milady, qui, je ne me rappelle plus la date exacte, mais on est dans les années 50-60 et qu'une adaptation merveilleuse. Peut-être que celle-ci va arriver à son niveau. Il faudra voir le 2e épisode, parce que vous l'avez rappelé, c'est un énorme budget, 70 millions d'euros, 72, sur 2 films. 2 films, donc on sera à peu près sur 4 heures. Et ensuite, pour revenir à votre question, ça parle encore aujourd'hui, tout simplement parce que ça véhicule des valeurs qui sont universelles, la camaraderie, l'honneur, le panache, et qui sont en plus des valeurs qu'on assimile bien volontiers à des valeurs françaises. Ça c'est pas sans rappeler les qualités de Cyrano. Quand on parle de panache, on pense évidemment à Cyrano de Bergerac, mais aussi à D'Artagnan. Donc voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde que enfin un gros producteur et un gros distributeur mettent le paquet sur une adaptation des Trois Mousquetaires, comme vous l'avez très bien rappelé, la dernière datant de Gaulle, on était en 61 quand la dernière adaptation française est sortie. Et donc en France, on a une longue tradition de films de cap et d'épée. Bon, on se souvient tous, on a tous vu un film avec Jean Marais de cap et d'épée. Alors un film de cap et d'épée, donc il y a des capes, il y a des épées, on comprend. Mais alors quels sont les codes d'un film de cap et d'épée? Finalement, c'est des codes qui sont assez proches de ceux du western, parce que le film de cap et d'épée est plus une création d'ailleurs, c'est assez amusant, américaine que française. Simplement parce que quand le cinéma est né, on était sur du muet évidemment, et c'est tout de suite été pris par Hollywood. Sauf qu'au départ, on était sur une culture américaine, donc à savoir le western, mais quand on est passé du muet au parlant, les prises de son extérieur étaient compliquées. Et donc pour essayer de garder cette tradition du film d'aventure, du film héroïque, ils ont basculé sur le film de cap et d'épée en pompant évidemment les légendes européennes et notamment françaises.
il y a Scaramouche, il y a les Trois Mousquetaires, il y a même Cyrano, parce que c'était plus facile à monter en studio. Et donc le nom vient plus de là, c'est plus une invention américaine, un genre américain qu'un genre français. Même si évidemment le film français, dès son origine, ou en tout cas le cinéma dès son origine, a pompé dans la littérature. Il y a des adaptations de Hugo, de Zola, de Balzac en muet. D'ailleurs, peut-être la meilleure adaptation de Germinal est un film muet. Donc c'est voilà, on a toujours, au départ, on a puisé dans notre littérature parce qu'on était en muet et qu'il fallait parler avec un imaginaire que les gens connaissaient, et donc on tombe dans notre littérature. Ça a été codifié par le film, par Hollywood, à la suite du western, et puis ça a un peu disparu. En tout cas, les Américains gardent cette tradition, mais ça a un peu disparu en France, avec évidemment quand on est arrivé au parlant, parce que le métier de scénariste a débuté. Et évidemment, après, avec la nouvelle vague, là, on a complètement rompu avec les adaptations, notre patrimoine littéraire et même héroïque, parce que le métier de scénariste a pris beaucoup plus d'importance, le métier de dialoguiste a pris de plus en plus d'importance, même s'il s'inspirait toujours un peu de romans ou de faits historiques, il prenait une très grande liberté, et à partir de ça, on faisait plus un scénario original. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on revient aujourd'hui justement à puiser dans notre patrimoine littéraire, parce que là on parlait de Trois Mousquetaires, mais il n'y a pas si longtemps il y avait Illusion perdue de Genoli qui a adapté Balzac et qui a eu un grand succès en France. On n'était pas loin, je crois qu'on a peut-être même dépassé le million d'entrées pour un film de près de 3 heures. Balzac, on n'est pas au niveau, même si tout le monde connaît Balzac, on n'est pas au niveau de la référence d'Alexandre Dumas. C'est quelque chose qui peut effrayer. On est sur une histoire un peu différente, et pourtant le film a rencontré un grand succès et surtout un succès mérité, parce que superbe adaptation de Giannoli. Mais et pour avoir interviewé un peu ces gens-là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, tout s'est décidé au moment du confinement. Au moment du confinement, il y a donc près de 2 ans et demi maintenant, le cinéma français n'était pas en très bonne forme. La concurrence des plateformes était de plus en plus forte. Donc, ils cherchaient à savoir comment relancer la machine. Et surtout, ils se disaient, on en a marre de filmer notre quotidien. Il est suffisamment dépressif pour ça. On va pas rendre les gens encore plus dépressifs. Donc, comment relancer la machine? On va puiser dans notre patrimoine, parce que ça va rassurer, et les gens, et ça peut rassurer les producteurs. Alors, pourtant, le film de Cap et l'épée de patrimoine, c'est un truc qui a très mauvaise presse en France. Même s'il y a eu 3 adaptations dans les années 90 merveilleuses, Le Cerf sur le toit, Cyrano et la Reine Margot, c'est plutôt un genre qui a mauvaise presse. Et pourtant, les producteurs, comme les réalisateurs, sont décidés à repuiser dedans pour déjà parler du passé, pas parler du présent, parce que le présent est trop dépressif, et même en parlant du passé, on peut toujours évidemment parler de valeurs universelles et de thématiques qui sont peut-être encore d'actualité aujourd'hui, mais sortir un peu de notre quotidien, et puis revenir sur des valeurs sûres, à risque évidemment, parce que quand vous adaptez un monstre comme les Trois Mousquetaires, où tout le monde sait imaginer les personnages, à visualiser, où c'est mis en scène dans cette histoire, il y a un risque évidemment de décevoir, et d'ailleurs c'est très rare de ne pas décevoir. Mais donc voilà, à partir de là, les producteurs, le milieu du cinéma s'est dit, on va peut-être essayer de basculer là-dessus, et en mettant le budget, encore une fois, parce que 70 millions d'euros de budget, c'est assez rare dans le cinéma français. Oui, justement, donc vous parliez de l'attente. C'est vrai qu'il y a eu le dernier Astérix et Obélix a été un flop avec un gros budget. Là, pourtant c'est un classique, et les gens connaissent Astérix. Là, les Trois Mousquetaires, donc c'est une adaptation pour le coup d'Alexandre Dumas, les gens connaissent. Alors, vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que la promesse est tenue? Est-ce qu'il y a des maladresses? Ou est-ce que le pari est réussi? Pour moi, la promesse est tenue, le pari est réussi. Il y a des maladresses, évidemment, mais il y a toujours des maladresses. Surtout quand vous adaptez encore une fois un classique, on a tous notre vision d'Athos, de D'Artagnan, on s'est tous imaginé des scènes d'action que tout le monde connaît, on s'est tous imaginé la tronche, les ferrets de la reine, et c'est pas ce qu'on retrouve évidemment à l'écran. Donc on est forcément en décalage et forcément un peu déçu. Après, c'est compliqué de juger ce film-là sur la première partie, parce que les Trois Mousquetaires, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment 2 parties. Il y a une partie qui est plus le roman feuilleton, film d'aventure, qui tout en restant très premier degré, a quand même beaucoup de passages humoristiques, et dans la deuxième partie du film, on vient dans le tragique, on vient même dans le presque crépusculaire, avec l'histoire de Milady, de Constance Bonacieux. Donc ce qui va être intéressant, c'est de juger le film aussi au regard de la deuxième partie, à voir s'ils vont pas basculer dans des thèmes modernistes, et je crains
même si j'ai confiance au réalisateur, au scénariste, je crains quand même, ou je me méfie de l'adaptation post-MeToo néo-féministe avec Milady et Bonacieux. On verra donc. Mais en tout cas, sur cette première partie, le film est réussi. Le film est réussi parce que ils ont réussi à bien trahir. Adapter, c'est trahir. On ne peut pas adapter littéralement, on ne peut pas faire une belle adaptation. C'est forcément une trahison. Alors, il y a deux écueils qui sont, ils ont foutu un Porthos bisexuel, on ne sait pas trop pourquoi. C'est expédié en 2 minutes sur le ton de la blague. Bon, et surtout, c'est absolument pas justifié, quoi. On dirait, ok, d'accord, Porthos sont bisexuels, mais il faudrait que s'il y ait une justification, qu'il y ait une incidence dans les tensions, pourquoi pas des tensions sexuelles avec les trois mousquetaires s'ils veulent fantasmer, ou dans les enjeux, ce qui n'est absolument pas le cas. Par contre, il y a une autre trahison, c'est qu'ils ont décalé le film dans le temps. C'est-à-dire que les Trois Mousquetaires, le film, commence bien plus tard que dans le livre. Et c'est pourquoi les Trois Mousquetaires sont un peu plus vieux. Et c'est pour la raison est simple, c'est qu'ils ont voulu mettre dans le scénario le conflit entre les catholiques et les protestants. Et d'ailleurs, Athos est protestant, et je ne me rappelle pas dans le livre qu'il le soit, à vérifier. Mais ce conflit-là est beaucoup plus important, et c'est pourquoi ils ont décalé le film dans le temps, et d'ailleurs le film se termine au siège de La Rochelle, ce qui n'est pas le cas dans le livre. Donc ça, c'est une trahison. Mais c'est une trahison qui apporte un enjeu dans le film, qui apporte un enjeu scénaristique et un enjeu dans les personnages. Donc ça, je trouvais ça intelligent. Après, je trouve que le début patinait un peu. Je crois qu'on était dans le mélange de la langue de Dumas et de la langue réadaptée, réécrite fonctionnait pas très bien et le jeu était un peu bancal. Mais très honnêtement, au bout d'un quart d'heure, tout est emporté. Ils ont grimé Aramis, qui est joué par Duris, en Jack Sparrow, et ça fonctionne très bien. Ils ont compris que Vincent Cassel en Athos, il fallait surtout pas le faire parler parce que il joue très mal quand il parle, mais par contre, son visage dit beaucoup de choses et il le rend plutôt muet et ça fonctionne. Eva Green en Milady, elle est largement à la hauteur de Lana Turner, elle est merveilleusement vénéneuse et c'est exactement, en tout cas moi, la Milady que j'imaginais. On a Pio Marmaille en Porthos qui n'existe pas beaucoup, mais par sa présence c'est intéressante. On a Garel qui joue Louis XIII avec un second degré merveilleux parce qu'il a une finesse d'acteur qui est géniale. On a une Anne d'Autriche qui a un vrai rôle, et un rôle central comme on sait que les Ferrets de la Reine, mais que je trouve beaucoup plus importante que dans toutes les adaptations que j'ai vues jusque-là, et qui offre un vrai jeu tragique et touchant. On a une Constance Bonacieux qu'on a tous envie d'épouser. Ouais. Le casting est merveilleux et surtout répond en fait aux enjeux concernant la mise en scène. On est sur une couleur sépia avec des costumes qui sont poussiéreux, un peu crado avec de la boue, donc on a un côté réel qui est sympa. Toutes les scènes d'action sont filmées en caméra embarquée, et je trouve que c'est un peu limité parce qu'on manque de lisibilité. Il y a beaucoup de scènes d'action, on a beaucoup, et c'est très bien, mais je trouve qu'on manque de lisibilité. Par contre, on ne sait pas qui tape qui se fait embrocher. C'est un peu le souci. Ensuite, on redécouvre l'importance des décors nature, et là, on en a plein avec des chevauchées merveilleuses. Donc, honnêtement, c'est vraiment une belle adaptation, et c'est une promesse réussie, et on sait pourquoi ça a coûté autant, et on le voit à l'écran, donc c'est très bien. Donc, vous le recommandez à partir de quel âge pour nos auditeurs qui voudraient y aller ce week-end? 12 ans. Plutôt 12 ans, parce qu'il y a 2-3 scènes un peu. Ok. Donc, à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, le film Les Trois Mousquetaires qui est en salle, de Martin Bourboulon. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. On rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect. Votre dernière une est disponible, donc Immigration, analyse d'un naufrage français. Voilà, nous avons fait une table ronde là-dessus hier, donc vous pouvez toujours le consulter sur notre chaîne YouTube. Merci à vous Arthur de Vatrigan.